Tristan, merci pour votre invitation. Donc moi je vais faire un exposé qui portera sur les catégorisations statistiques et ordinaires du monde socio-professionnel en Europe, en complément de ce que vient de dire Cédric. Et je ne suis pas le seul auteur de cette publication, même si je suis seul présent. Il y a également Céline Dumoulin de l'UVSQ et Laure de Verdal, qui est également à l'UVSQ et actuellement au Centre Marc Bloch, qui ont travaillé cette communication. Alors, je voudrais vous montrer en introduction ce qu'a été c'est un programme de recherche qui est au long cours et qui est en cours, il n'est pas du tout terminé, il remonte un peu loin. C'est Cécile Brousse, qui était une collègue administratrice de l'INSEE en charge des questions de nomenclature, de PCS, d'emploi et d'harmonisation européenne au milieu des années 2000, et qui a vraiment impulsé, au moment des débats justement, qui ont produit la nomenclature que Cédric a utilisée, qui a impulsé un programme de travail qui, dans son idée de départ, est assez simple au fond, je l'ai mis là dans le deuxième point, relancer un programme de travail qui actualise la démarche de recherche qui avait été celle de Desrosières et Thévenot au moment de la refonte de 82. Donc il y a deux pans en réalité. D'une part, étudier l'histoire et les usages des nomenclatures, mais à l'échelle européenne, en tout cas en essayant de ne pas s'en tenir à la France, bien sûr, et en essayant de voir ce qui se passe dans différents pays européens, également à Eurostat, ou même au BIT, même si on n'a pas pu aller jusque-là. Et deuxième versant, étudier les catégorisations spatiales ordinaires, la façon dont les individus ordinaires se catégorisent donc le monde social, en essayant là aussi, si possible, on l'a fait dans une certaine mesure, de travailler à une échelle européenne. Alors, je voudrais surtout tout particulièrement ici à Nantes et au Sens rappeler que ce programme de recherche a démarré dans plusieurs labos de recherche, dont le Sens, ici même, le laboratoire Printemps et le centre Maurice Alvax, la MSH Ange Guépin, ici également. Il y a une ANR qui a été pilotée par Martine, et puis Mespoulet, pardon, et puis les différentes institutions de statistiques ou universitaires qui ont soutenu depuis une dizaine d'années à peu près ce programme, quoi. Donc une part des résultats que je vais exposer, évidemment, relève de cet ensemble de mobilisation sur ces questions. Alors moi, je vais parler là plus précisément des travaux qui ont été développés en fait dans l'équipe Printemps, au laboratoire Printemps. Donc nous avons essentiellement, on a fait d'autres choses, mais participé à 4... Alors je dis non, je ne suis plus au laboratoire Printemps, je suis au CMH, mais à ce moment-là j'y étais. On a notamment participé à des enquêtes dont je vais évidemment dire un mot à partir de jeux de cartes, comme l'avaient fait Luc Boltanski et Laurent Thévenot au début des années 80. On a aussi fait un travail, alors qui vient un petit peu avant ce qu'a expliqué Cédric, sur la traduction, définition des intitulés des groupes de la CITP, c'est la DISCO 2008, pardon. C'est le moment où elle est adoptée en 2008, et ensuite dans les différents INS, Instituts nationaux de statistique, il y a un travail à la fois de définition, de traduction d'une part, mais aussi surtout de définition de ces grands groupes, qui a été réalisé par beaucoup de collègues, beaucoup de sociologues d'ailleurs, et on a aussi participé à cela, ce qui n'a pas été pour rien aussi dans l'orientation du programme de recherche, me semble-t-il. Enfin, troisième élément, on a étudié dans plusieurs pays, je vais en parler de quelques pays, les trajectoires récentes des nomenclatures professionnelles, quand elles existaient, de ce qu'il s'est passé dans les pays au moment de l'harmonisation, c'est-à-dire au moment des années 90, enfin surtout 2000, à la fois harmonisation par ISCO, CITP 2008, et puis les projets ESSEC puis ESEG, qui sont de création d'une nomenclature supranationale. Et enfin, dernier travail en date, mais qui est encore en cours, l'équipe Printemps a surtout participé au sous-groupe codage, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui travaille sur les 5000 libellés de profession en France dans le cadre de la mission PCS. Alors, je voudrais, dans cette intervention, évidemment pas du tout résumer tout ce qu'on a fait, j'ai essayé de centrer sur des points qui intéressent, qui peuvent intéresser la rénovation de la PCS. Donc j'ai sélectionné ce qui, dans les histoires usage des nomenclatures en Europe, par exemple, dans plusieurs pays, permet d'éclairer, vous allez voir très vite, la singularité en fait du cas français qui apparaît très vite dès qu'on va un peu voir dans les pays voisins. Pareil sur les catégorisations ordinaires du monde social, je vais
socio-professionnelle en Europe, je vais montrer quelques résultats d'une comparaison qui a été réalisée entre des étudiants allemands, des étudiants en Espagne et des étudiants en France. Et pour conclure, pour finir, ma troisième partie portera donc sur ce que ces travaux nous disent de la rénovation, en gros, ils peuvent être utiles, disons, pour la rénovation, la mission de la PCS 2020. Alors, le premier point, je m'appuie essentiellement sur une communication qui avait été faite il y a quelques années déjà, mais c'est d'actualiser pour une part certains éléments. Une partie d'ailleurs des éléments, on en a parlé ce matin, donc je vais passer vite sur certaines choses, notamment pour ce qui concerne la France, bien sûr. Ce n'est pas sur ce cas-là que je vais m'arrêter plus en détail. Donc le contexte de l'histoire et l'usage des nomenclatures en Europe, c'est effectivement, et là on l'a dit et redit, le fait que des nomenclatures supranationales en fait, se développent. ISCO existe depuis 68, 88, oui c'est ça, 68, 88, 2008, j'ai l'impression qu'il y en a 4 même, c'est 48, je pense qu'il y en a aussi en 48. Enfin, ISCO existe depuis très longtemps, mais pendant très longtemps, cette nomenclature en fait servait très très peu, elle a été développée par le BIT. Là, Cédric l'a bien dit, la nomenclature ESEG, et d'ailleurs avant le prototype ESSEC au niveau européen, avait comme impératif d'être réalisé à partir de la nomenclature ISCO de position. Et tous les pays, tous les INF de tous les pays européens doivent coder en ISCO. Après, la façon dont ils le font, effectivement, c'est autre chose. Mais c'est une obligation de fournir, disons, des données, de remontée de données sur des professions codées en CITP. Évidemment, ça a un poids sur les ça peut avoir un poids sur les nomenclatures socio-professionnelles existantes dans les pays. Pour le cas français, on n'en est plus du tout là, mais enfin en 2006, c'est clair et net que quand on a commencé à travailler ces questions, ce qu'on pensait être à l'agenda, c'était la disparition des PCS. C'était quand même de ça dont on parlait plus tôt, et le remplacement par d'autres nomenclatures supranationales. Si on s'intéresse justement, si on objective à partir de quelques enquêtes, ou en tout cas, oui, de recensement sur l'usage des nomenclatures, c'est quand même assez spectaculaire. En 97, 9 pays sur 12 en Europe indiquent disposer d'une nomenclature nationale. En 2012, c'est seulement 12 pays sur 28. Donc il y a les pays notamment d'Europe de l'Est qui ont abandonné très très brutalement leur nomenclature pour adopter notamment ISCO. Il faut avoir en tête, ça on n'a pas trop dit, mais on peut s'en douter, qu'avoir une nomenclature nationale, c'est un coût en fait, c'est un coût très important, et beaucoup de pays dans le monde d'ailleurs n'ont absolument jamais eu de nomenclature nationale, et la ISCO sert également de substitut, entre guillemets, aux nomenclatures nationales. Alors, si on prend le cas allemand, la trajectoire récente dans le cas allemand, je vais aller effectivement, encore une fois, de manière simplifiée. Les travaux historiques, et puis on a été voir un petit peu dans les archives et faire des entretiens avec essentiellement des statisticiens allemands, on note une certaine inertie historique. L'Allemagne n'est pas un pays sans nomenclature, on le dit parfois, mais c'est une vision en fait un peu tronquée, c'est parce qu'à chaque fois on cherche dans les pays, ça nous on l'a fait aussi, l'équivalent de la PCS. Et là, si vous faites ça, vous ne le trouvez jamais, clairement, je vais y venir après. Donc évidemment, l'Allemagne, vous allez avoir une pluralité de nomenclatures, certaines très anciennes, qui vont, la première par exemple, être une nomenclature de statut professionnel, qui va distinguer les fonctionnaires des indépendants, etc., des employés, des ouvriers, mais seulement à un seul niveau, l'équivalent, je vais dire ça comme ça, mais encore une fois, c'est pas équivalent, de notre niveau 1 de la PCS. Vous allez avoir une nomenclature qui va s'intéresser plutôt aux compétences, et qui va se rapprocher peut-être de la qualification, une nomenclature PCS sous l'optique qualification, la seconde qui va servir plutôt pour le placement, placement sur le marché du travail, un petit peu le code ROM pour la France, et vous avez une troisième nomenclature qui va s'intéresser aux compétences pour le travail, qui va servir dans les conventions collectives. Ça ne va pas être à chaque fois ni les mêmes sources, ni les mêmes endroits où elles sont développées. Ça peut être l'INS, ça peut être des instituts spécialisés sur le travail, ça peut être l'équivalent, entre guillemets, de Pôle emploi. Donc vous avez comme ça en fait une pluralité de nomenclatures qui portent sur les professions.
Ce qui montre d'ailleurs que, quand je vous ai montré tout à l'heure les questionnaires, c'est un peu compliqué quand on dit il y a 12 pays sur 24 qui disent disposer de nomenclature. En fait, il faut s'entendre sur ce que c'est qu'une nomenclature. Et en réalité, quand vous enquêtez après dans le pays, l'Allemagne disait qu'ils n'ont pas de nomenclature. Alors qu'en fait, on en a plutôt trouvé beaucoup que pas du tout. C'est parce que la question avait été entendue comme une nomenclature à la PCS, type PCS, puisque l'enquête, la deuxième enquête a été réalisée par les collègues de l'INSEE. Alors, l'Allemagne ces dernières années, en tout cas, gardait ses nomenclatures en ayant quand même un souci d'intégration de la CITP, assez fort et assez... alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'abandon, on va le voir après dans le cas belge qui est très différent, articulation plutôt que substitution, mais quand même, dans la dernière rénovation de la deuxième nomenclature, et les statisticiens nous ont clairement dit qu'il a été privilégié le fait qu'elle soit mieux accrochée à la CITP que par exemple son lien avec les autres nomenclatures allemandes. Donc l'harmonisation européenne pénètre quand même assez fortement dans le cas allemand. Si je prends rapidement le cas belge, c'est tout à fait un cas très différent. Il existait une nomenclature nationale, l'INS 91, qui était déjà inspirée en réalité des principes de la CITP 68. Il y avait déjà un lien assez fort. Et elle a été tout simplement, littéralement en race campagne, abandonnée comme ça, par pure substitution avec la CITP 2008. Là aussi, quand on commence à enquêter, moi qui l'ai fait, c'est des collègues, mais sociologues français, évidemment, quand on a été élevé dans la PCS, au début, les questions qu'on pose sont vraiment ridicules. On dit aux gens, mais alors où sont vos archives sur l'INS 91 ? Nous, on l'a dit, d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, on a des archives, vous allez elles sont quasiment toutes en ligne, même, vous pouvez documenter quand même assez bien, vous l'avez fait, ce qui s'est passé. La question paraît incongrue. Mais il n'y en a aucune idée d'archives. Je ne suis pas capable, la personne en charge, l'équivalent quel poste d'Olivier, dit je ne suis pas capable de vous dire d'où vient cette nomenclature, d'ailleurs elle n'existe plus, je n'ai pas d'archives, etc. Pour montrer aussi que la place de ces nomenclatures, quand elles existent, peuvent être très variables. Et en réalité, en Belgique, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que cette nomenclature, elle servait très peu. Elle sert très peu à produire elle servait à produire quelques statistiques. Elle n'était jamais utilisée par les sociologues, par exemple. Beaucoup de sociologues utilisaient la PCS, en fait, française, pour essayer d'enquêter sur l'inégalité, j'ai mis ça en tête, l'inégalité sociale à l'université. Ils importaient la PCS et ils essayaient de la bricoler pour leurs propres enquêtes. Donc la Belgique n'a pas du tout l'équivalent d'une PCS assez sûre. Elle a également une nomenclature de statut professionnel qui repose très fortement sur la distinction ouvrier-employé. Mais la distinction ouvrier-employé, on l'a aussi bien sûr dans la PCS, mais n'a pas du tout le même sens, puisque dans le droit du travail en Belgique, cette distinction, elle est fondamentale. Elle fonde un contrat de travail qui est très différent, en fait, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans le cas français. Donc ça, c'est une nomenclature des statuts professionnels, elle va servir plutôt pour les statistiques de type convention collective ou des choses comme cela, mais pas du tout dans une optique socio-professionnelle comme en France. Alors la France, évidemment, je vais passer très vite parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Je voudrais juste insister sur un point, parce que je vais y revenir juste après. C'est ce côté, mais Antoine l'a très bien dit ce matin, le côté pivot de l'enquêteur des PCS. C'est ça qui fait vraiment l'originalité. Je passe rapidement dans quelques pays, mais on a aussi enquêté en Espagne, pour une part en Angleterre, qui est peut-être le pays à nomenclature sociale le plus proche de la France, mais aussi dans certains, rapidement, pays d'Europe de l'Est, un peu en Pologne. Ce qui fait la vraie singularité de la PCS, c'est ce moment de mise en équivalence qui a été énoncé tout à l'heure, entre 68 75, où il y a plusieurs nomenclatures en France. On est dans un cas proche du cas allemand, en fait, à ce moment-là. Et là, la PCS, le Code des métiers de 75, puis ensuite la PCS de 82, va véritablement faire pivot entre toutes les nomenclatures. Et cette nomenclature, et là je ne reviens pas dessus, est toujours aujourd'hui très, très utilisée. Elle a des usages variés. C'est l'un de ces points importants. Alors, ce qu'il faut, encore une fois, si on compare, si je dois résumer à grands traits les particularités, et là, en clivant le cas français versus les autres, ce qui frappe, c'est effectivement le fait que la France a une nomenclature pivot de PCS qui est capable, en tout cas qui a l'ambition de travailler à la fois au niveau 4, au niveau 2, au niveau 1, pour des usages différenciés. Antoine l'a très bien montré. Ça ne se retrouve nulle part. On n'a trouvé aucun pays qui a quelque chose d'équivalent dans les cas européens, en tout cas les pays dans lesquels
on a travaillé. À cela s'ajoute, et ça c'est très net, je le dis en 2 mots, mais c'est important, en Allemagne il y a un clivage très fort entre le monde de la recherche sociologique et le monde de la production statistique. Là aussi c'est très différent. Les sociologues utilisent très peu en Allemagne les données produites par l'INS allemand. Et en Belgique, c'est très net que d'un certain point de vue, la place qu'a la nomenclature des PCS et des professions dans la façon de penser les clivages sociaux en France, c'est beaucoup plus... et cette place est occupée par des questions linguistiques et régionales, en réalité. C'est ça qui... Là-dessus, ils sont pointus en Belgique, sur la statistique régionale. Alors là, ils ont quasiment des nomenclatures ad hoc dans les régions, quoi. Et puis même, certaines régions développent leur propre nomenclature de profession. Ce qui n'aurait évidemment pas de sens chez nous, mais ce qui, pour eux, est extrêmement important. Donc en réalité, la vraie différence, moi je le dis souvent comme ça, il faut comprendre, même quand il y a des nomenclatures nationales, il faut comprendre à quoi elles servent, de quoi sont-elles le nom, en fait, ces nomenclatures. Et c'est ça qui varie et qui diverge très fortement, même si on peut avoir parfois des cas qui se rapprochent. Voilà, j'ai été très vite, mais on s'en doutait un peu, mais je dois dire qu'en ayant enquêté dans le pays, on a été quand même très frappé par le caractère très singulier de ce point de vue, enfin, comparé à d'autres pays européens, de la trajectoire, disons, de la nomenclature des PCS. Alors, je voudrais passer maintenant à la deuxième partie de l'exposé sur le deuxième aspect, cette fois-ci s'intéressant plutôt aux catégorisations ordinaires, la façon dont les individus eux-mêmes catégorisent le monde socio-professionnel. Je m'appuierai essentiellement sur un papier qui a été publié dans les actes de la recherche en sciences sociales, en 2017. Alors, on a essayé de reprendre l'expérience qu'avaient réalisée Boltanski et Thévenot. Donc je le rappelle en 2 mots. Il s'agit de prendre un jeu de cartes avec des professions décrites sur ces cartes et de demander aux individus de jouer en fait avec ce jeu de cartes en produisant leur propre nomenclature au fond. Alors je passe très vite, mais c'est très important. Évidemment, les consignes sont très importantes. Ce qu'on demande, nous, notre consigne était de classer les cartes selon des positions équivalentes dans la société. C'est ça. Voilà, donc on a un jeu de cartes, il y a 33 cartes avec des informations que je vous ai indiquées là, qu'on a d'abord vraiment travaillé en France. En France, on a de gros échantillons, jusqu'à à peu près 700 ou 800 personnes qui ont été enquêtées, mais on a également essayé de transposer et de proposer une sorte de première comparaison européenne auprès d'une population d'étudiants d'ailleurs, dans plusieurs pays européens, pour voir ce que donnerait donc la façon, puis voir s'il y a des différences dans les façons de jouer entre des étudiants de différents pays. Alors là, ce que je vais dire, on est avec les moyens dont on disposait, on a vraiment essayé de capter des effets pays en fait. On a essayé de voir des effets pays, puis de voir comment on peut les analyser en fait. Comment on peut analyser les résultats des classements réalisés. Donc on avait deux méthodes. Une première qui vise au fond, je vais le dire comme ça très vite, mais à faire une sorte de classement moyen par pays, c'est-à-dire en gros quel est le classement, la classification réalisée en moyenne par c'est pas très clair en moyenne, mais enfin par l'ensemble des individus d'un pays donné. Et on a également regardé les noms que les individus donnaient à ces groupes, un groupe qu'ils constituaient. Là c'est plus qualitatif, mais on a pu vérifier aussi le lien entre ces 2 éléments. Donc voilà, je vous montre rapidement là c'est une carte évidemment française. Voilà un exemple de carte. Elles ont été donc traduites dans les autres pays considérés. Alors en France, on a publié il y a plusieurs papiers d'ailleurs qui ont été publiés depuis 2014, 2015, 16, dans la RFS et Sociaux du travail. Ce qui effectivement, pour le cas français, était l'une des questions attendues, c'est retrouve-t-on cette fameuse relative congruence entre la façon dont les individus jouent au jeu de cartes et donc catégorisent pour une part, sous contrainte d'un jeu de cartes, le monde socio-professionnel et les catégorisations officielles, type PCS. Alors je vais passer très vite. Pour une part quand même, à la fois dans les non-donnés et dans les résultats des jeux, on retrouve quand même des grands clivages qui sont... alors, il ne faut pas les surestimer, mais enfin, quand même, on trouve une trace qui nous parle quand on connaît la PCS. Évidemment, le clivage indépendant-salarié, le clivage de certaines professions de fonctionnaires, etc. Et la qualification des emplois, au sens le plus général du terme quand même, un peu la distinction entre cadres intermédiaires, employés, ouvriers, se retrouve pour une part. En Allemagne, c'est assez différent. Alors, il y a un premier groupe
Hein, si on prend le classement moyen qui est similaire au classement français, mais qui est étendu aux enseignants, en moyenne, vous avez un vaste ensemble de salariés qui sont plutôt issus de l'enseignement professionnel. Là, on sent que le diplôme professionnel, et là, on sait aussi pourquoi, en Allemagne, a été considéré, enfin, les joueurs ont beaucoup utilisé le fait d'avoir un diplôme professionnel. Typiquement, hein, je prends cet exemple-là, et ça, vous ne le trouverez jamais en France, très rarement, quelqu'un qui joue en France avec le jeu de cartes, vous aviez un maçon salarié, un maçon à son compte. Soit vous mettez ensemble les maçons au titre de la profession, soit vous les séparez parce qu'ils sont l'un indépendant, l'autre salarié. Mais là, on sent bien qu'en Allemagne, ce qui va compter, c'est le fait d'avoir le diplôme qui correspond. Hein. Le clivage va être beaucoup plus sur le diplôme professionnel. Et donc, évidemment, à contrario, ils ne vont pas hésiter, plus souvent dans les autres pays en tout cas, à mettre ensemble des salariés et des indépendants qui sont caractérisés par une absence de diplôme. Pour eux, c'est peut-être ça qui est plus important que le reste. Alors en Espagne, là c'est dans le cas espagnol, ça va aller plus vite puisque le classement moyen est très très lié au niveau de formation cette fois-ci, non pas au type de diplôme, mais vraiment un classement très très lié au diplôme détenu par les individus. Et un cas emblématique, alors c'est une carte qui nous sert beaucoup hein, dans ces enquêtes, c'est la carte numéro 10, Kamel, qui est vigile diplômé Bac+4. Et ça, cette carte, elle sert beaucoup aussi pour voir comment les individus classent alors, profil dissonant, j'allais dire profil dissonant, entre la profession et le diplôme. Après, avec le nom, on comprend peut-être certaines choses. On peut mieux comprendre, encore que dans d'autres pays, ça ne dit pas forcément la même chose. Mais là, typiquement, c'est véritablement en Espagne, on va avoir tendance à classer Yamel avec le diplômé du supérieur. C'est-à-dire pas du tout avec sa profession, mais avec son niveau de diplôme. Ce qui est beaucoup, beaucoup moins le cas, et ce qui est très rare, par exemple, en France. Hein, il y en a très, très peu qui l'ont réalisé. Alors, si on regarde, hein, je vais passer vite, les intitulés donnés au groupe cette fois-ci, hein, comment les individus ordinaires, hein, les enquêtés, ont donné des noms au groupe, on voit en Allemagne une tendance plus marquée à exprimer une perception hiérarchisée de l'espace social, et en France une prégnance du lexique de métier, de statut, de qualification. On voit quand même circuler les termes qui sont, pour une part, ceux qu'on peut retrouver dans le lexique des PCS. Et on confirme hein, pour les enquêtés espagnols, étant donné l'importance d'une formation, c'est vraiment ça qui ressort des noms donnés au groupe. Alors finalement, si on prend seulement ces trois pays, on a aussi travaillé sur le cas belge, mais je n'ai pas voulu l'intégrer là parce qu'il y a des spécificités, disons. Il ne faudrait pas plaider, hein, dans les débats qu'on a eu d'ailleurs aussi au niveau européen, entre d'un côté, rien n'est commensurable, chaque pays est radicalement différent, et de l'autre côté, mais tout va bien, vous prenez une nomenclature européenne et ça épouse parfaitement le monde social de chacun des 28 pays, par exemple. Bon, dans les catégorisations ordinaires, il faut trouver une sorte de point d'équilibre. Hein. Les associations de cartes les plus fréquentes sont les mêmes entre les pays. Hein. Il n'y a pas un pays où on met ensemble l'enseignant et le maçon à son compte. On va être clair. Enfin, dans le même groupe, je veux dire, hein, considérant qu'ils sont dans la même position sociale. Donc il y a quand même des associations de cartes qui donnent à penser qu'il y a tout n'est pas incommensurable. Pour autant, hein, et vous le devinez, je pense, ce qui frappe, enfin ce qui semble ressortir nettement, c'est que l'hypothèse selon laquelle les catégorisations indigènes sont quand même travaillées, hein, par les catégorisations officielles, par les nomenclatures, plus ou moins selon les pays, sur le type de nomenclature, mais surtout par exemple par le droit du travail, par l'organisation des systèmes de formation, semble quand même valide. Ça veut dire qu'une large part de ce que vous pouvez analyser les étudiants espagnols, les étudiants allemands, on arrive à comprendre pourquoi on trouve des résultats différents du cas français. Donc ça, c'est un point important qui confirme d'ailleurs plutôt ce qu'avançait Boltanski et Thévenot sur ce point. Alors, pour conclure, je voudrais donner quelques enseignements quelques enseignements que je tire là personnellement, hein, pour la PCS 2020. Bon, si on regarde la poursuite de l'histoire, hein, Anton s'est arrêté là, aujourd'hui, on poursuit une histoire singulière. Tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, moi je trouve, approfondit encore la spécificité française, avec le site, avec la nomenclature de ménage, enfin tout, je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en tout cas tout ce qui est présenté va encore dans le sens de la singularité hein, de l'histoire française de la nomenclature, développement des nouveaux outils, je ne reviens pas dessus. Hein. Ce qui, moi, nous apparaît assez crucial, enfin, c'est d'ailleurs pour ça que l'équipe Printemps c'est plutôt dirigé vers le sous-groupe codage, qui n'est pas, je pense, le plus, a priori, le plus sexy. Hein. Il faut définir 5300 à peu près. On a mis un an quand même, libellé, puis là on est encore en train de décoder. J'en ai 300 à faire là, d'ici
décembre, pour les enseignants. Bon, mais c'est quand même un élément essentiel. Quand on travaille dans les autres pays, on voit que c'est là que ça joue énormément. Que, effectivement, dans une même nomenclature, et même dans ISCO, les procédures de lien, de captation du lien entre le libellé, ce qu'a expliqué Lise dans son travail, et le codage, c'est le nerf de la guerre. C'est quand même là que tout se joue. Et c'est là que dans une même nomenclature en apparence, comme la CITP, vu que c'est codé, chaque pays a la responsabilité de son propre codage, c'est quand même, on peut imaginer, enfin, il y a des travaux qui ont été réalisés, hein, mais la façon de coder, la façon de définir le chemin de codage est effectivement absolument essentielle. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi, nous, intervenir, enfin, travailler, prendre notre part, disons, dans ce travail. Hein. Donc je ne reviens pas sur l'index, il a été présenté l'exercice des 5000 libellés, etc. Je voudrais juste donner un petit mot quand même, parce que ça, finalement, on ne l'a pas fait dans la journée, présenter quand même d'où on part. Hein, c'est-à-dire, moi, je travaille sur l'exemple des enseignants, alors profession repérable par définition, avec sa fameuse catégorie 3412 notamment, les professeurs agrégés et certifiés d'enseignement secondaire, tout le monde sait ce que c'est. Bon, si vous regardez les données, hein, je prends l'enquête emploi en continu, la meilleure source possible avec un enquêteur, etc., bon, bah, vous avez quand même, parfois d'une année sur l'autre, 50 000 enseignants en plus ou en moins en France. Hein. Alors, bon, certes, il y a des baisses, mais ça n'a pas de sens. Ces variations-là ne peuvent pas être expliquées par les politiques, la démographie du corps enseignant. C'est pas possible. Et pourtant, on est sur une profession qui se dit bien, qui se lit bien, qui s'entend bien. Quel est le fond de l'affaire? Donc, évidemment, c'est partie de l'intérêt du sous-groupe codage et niveau fin, c'est d'essayer de remettre ça un peu au clair. Si on regarde de près, en réalité, on voit que le problème, c'est très certainement les professeurs d'enseignement secondaire privés. Hein, puisque vous avez des professeurs d'enseignement secondaire privés qui sont quasiment certifiés puisqu'ils passent un concours, d'autres qui ne le sont pas. Et en réalité, il y a probablement quelques dizaines de milliers de personnes, quand même, hein, qui passent d'une catégorie à une autre. Et là, cet exemple, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est les enseignants, donc ça veut dire qu'ils passent du niveau 4 au niveau 3. Hein. Ça passe, c'est le niveau 1 qui est en jeu, là, en fait. Hein. Et c'est probablement ça qui produit des variations aussi fortes. Donc voilà, l'un des enjeux du sous-groupe codage, parmi beaucoup d'autres, hein, c'est d'essayer de respécifier correctement ce qu'est, où on classe un enseignant du privé, un enseignant du public, et selon le type de contrat, etc. Donc là, oui, je passe rapidement, mais voilà une liste de libellés, par exemple. Moi, j'ai voulu remettre les professeurs titulaires CAFEP en collège. Alors, ça n'était pas forcément, mais CAFEP, c'est l'équivalent du CAPES pour les profs de l'enseignement privé sous contrat, pour être sûr pour être le plus sûr possible, qu'ils arriveront bien en 34 A1 et pas en 42, etc. Quoi. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Ce travail, nous, on souhaite le poursuivre. Hein, ça a été dit. Hein, alors Philippe est parti, mais effectivement, il y a l'idée que l'index va être enrichi de manière continue. Il faut effectivement probablement faire des corrections à ajout de libellé. Ça va être une fois que la première liste des 5300 là, sera finalisée en janvier 2020. On va pouvoir continuer à travailler dessus. Et je crois que c'est un élément important pour voir si ça fonctionne. On voudrait également, hein, c'est en tout début de la réflexion sur ce point, essayer de réfléchir à des outils automatisés d'amélioration du codage. Hein. Philippe l'a un petit peu dit, Philippe Ascalzi tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de voir si avec quelques éléments de type apprentissage automatisé, machine learning, etc., on ne peut pas aussi traiter les grandes masses de données, notamment dans le recensement, pour essayer de voir si on peut de manière séquentielle, disons, chaque année, en utilisant ce qui a été fait les années précédentes, essayer d'améliorer encore le codage des professions. Voilà, merci de votre attention. Je voulais juste souligner que si on veut que la PCS reste ce qu'elle est, il faut que le codage du libellé jusqu'au code ACADCHIF soit quand même le plus en phase possible avec le monde socio-professionnel, sinon on produit des artefacts qui, dans le cas français, ont des conséquences, parce que la PCS sert à beaucoup de choses en termes de politique publique. Voilà. Merci.